Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va me donner l'occasion de vous parler d'un personnage qui n'est pas très connu et qui pourtant, vous allez le voir, est très intéressant. Je veux parler du voyant bavarois Alois Erlmeyer. Alors vous connaissez bien sûr tout un tas de voyants, Marie Geneuille notamment, Baba Kalina en Russie, il y en a eu d'autres, mais ce personnage-là, curieusement, est passé sous les radars de l'histoire et vous allez voir que c'est fort dommage. Alors, je vais vous présenter le personnage assez rapidement et ce qui est le plus intéressant, évidemment, je pense, ce sont les prophéties, parce que ce sont des prophéties contemporaines, vous allez le voir, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux instants que nous vivons. Et je pense que, eh bien, ça fait du sens aujourd'hui, dans ce que nous vivons, eh bien, de remettre au goût du jour les visions de ce monsieur. Alors, Alois Erlmeyer, 1894-1959, était un sourcier et voyant bavarois qui vécut dans le petit village de Freilassing, près de la frontière autrichienne. Homme simple et pieux, il était connu localement pour ses capacités à localiser des sources d'eau souterraines grâce à ses dons de radiesthésie. Marié et père de famille, Erlmeyer menait une existence modeste en tant qu'artisan et puisatier. Sa réputation de voyant s'établit progressivement dans les années 1920-1930, lorsque les habitants de la région commencèrent à le consulter pour trouver des objets perdus ou des personnes disparues. Ses prédictions locales, souvent liées à des événements familiaux ou communautaires, lui valurent une certaine notoriété dans la Bavière rurale. Mais cette notoriété n'alla pas sans problème. En 1947, Alois Erlmeyer se retrouve dans une situation périlleuse. Un pasteur protestant, Markus Westenthaler, agacé par la longue file de visiteurs qui vont quotidiennement faire la queue devant sa modeste maison, décide de porter plainte contre lui. L'accusation est double: fraude et exercice illégal de la clairvoyance à des fins lucratives. À cette époque, l'Allemagne d'après-guerre est encore sous occupation alliée, et les autorités sont particulièrement vigilantes concernant les activités considérées comme du charlatanisme. Le jour du procès devant le tribunal d'instance, Erlmeyer se présente devant un juge sceptique. L'atmosphère est tendue, et l'issue semble incertaine. C'est alors qu'Erlmeyer demande au magistrat l'autorisation de faire une démonstration de ses capacités devant tout le monde. Sans hésitation, il se met à décrire avec une précision troublante ce que fait exactement l'épouse du juge au moment précis du procès. Il décrit non seulement les vêtements qu'elle porte ce jour-là, détaillant la couleur, la coupe et même certains accessoires, mais aussi les activités qu'elle est en train de faire, où elle se trouve dans leur domicile, ce qu'elle est en train de faire dans la cuisine et tous les gestes qu'elle est en train d'accomplir. Cette description d'une exactitude saisissante bouleverse l'assistante et le juge lui-même. Troublé par cette démonstration, le juge ordonne une vérification immédiate. Un greffier est envoyé au domicile du magistrat pour constater la véracité des affirmations d'Erlmeyer. À son retour, le greffier confirme que chaque détail décrit par le voyant correspondait exactement à la réalité. L'épouse du juge portait effectivement les vêtements décrits et accomplissait précisément les actions mentionnées. Cette démonstration, combinée aux témoignages de plusieurs personnes qui attestent de la véracité des prédispositions d'Erlmeyer, convainc définitivement le tribunal. Dans l'exposé des motifs du jugement, il est déclaré « Les témoins interrogés ont apporté, pour les dons de voyance de l'accusé, des preuves si convaincantes qu'un doute sur l'authenticité de ses capacités paranormales ne peut plus subsister. » Erlmeyer est acquitté immédiatement des deux chefs d'inculpation. Ce procès, loin de nuire à sa réputation, la consolide définitivement et lui apporte une reconnaissance officielle de ses capacités extraordinaires. Dès les années 1930, mais surtout après la guerre, la police allemande commence à faire appel officieusement au service d'Alois Erlmeyer pour résoudre des affaires criminelles complexes. Sa réputation de pouvoir localiser des personnes disparues et de voir des événements passés s'est répandue dans les cercles policiers de Bavière. L'une des affaires les plus remarquables dans laquelle Erlmeyer intervient concerne une série d'empoisonnements mystérieux qui terrorisent la région de Munich dans les années 50. Plusieurs personnes sont retrouvées mortes dans des circonstances étranges et les enquêteurs peinent à établir des liens entre les victimes et à identifier le ou les coupables. Sollicité par les autorités, Erlmeyer accepte de se rendre sur les lieux des crimes.
Sa méthode est particulière. Il demande à toucher des objets personnels des victimes ou de se tenir près des endroits où les corps ont été découverts. C'est alors qu'il entre dans une sorte de transe et commence à décrire tout ce qu'il voit. Lors de ses interventions, Irlmayer décrit avec une précision troublante les derniers moments des victimes. Il raconte comment elles ont été empoisonnées, décrit l'apparence physique du meurtrier, ses vêtements et même certains détails sur sa personnalité et son mode opératoire. Plus impressionnant encore, il indique aux enquêteurs où chercher des preuves matérielles, des fioles de poison cachées, des documents compromettants ou encore des objets personnels des victimes conservés par le criminel. Dans une vision particulièrement détaillée, là encore, Irlmayer décrit le meurtrier comme, je cite, « un grand homme aux cheveux bruns clairsemés, portant une alliance en or et travaillant dans le domaine médical. » Il précise que cet homme conserve ses poisons dans une cave humide près d'une vieille chaudière et qu'il tient un carnet où il note méticuleusement ses crimes. Grâce aux indications de Irlmayer, la police parvint à identifier et à arrêter le coupable, un pharmacien de la région qui empoisonnait effectivement ses victimes avec des substances qu'il détournait de sa propre officine. Lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs découvrirent qu'effectivement il y avait une cave, parfaitement décrite par le voyant, avec des fioles de poison disposées à côté de la chaudière et le carnet détaillant ses crimes. Cette affaire, comme plusieurs autres d'ailleurs, établit définitivement la crédibilité d'Irlmayer auprès des forces de l'ordre. Plusieurs commissaires de police témoignèrent par la suite de l'aide précieuse qu'il leur a apportée dans la résolution d'affaires criminelles qui semblaient jusqu'alors sans issue. Bien que la police ne puisse officiellement reconnaître le recours au service d'un voyant, plusieurs apports d'enquête de l'époque mentionnent discrètement l'aide d'un consultant spécialisé, c'est comme ça qu'on l'appelait, dans la localisation de personnes disparues. Des policiers qui ont travaillé avec Irlmayer gardent un souvenir précis de ces interventions et de leur efficacité remarquable. Cette collaboration avec les autorités policières constitue l'un des aspects les plus documentés et les plus troublants de la vie d'Alois Irlmayer, démontrant que ses capacités dépassaient largement le cadre des prédictions pour s'étendre à la résolution concrète d'affaires criminelles complexes. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'Irlmayer acquit une renommée encore plus large, celle d'un nouveau don, si l'on peut dire, le don de prophétie. Dès 1939, il commença à recevoir des visions qu'il décrivait comme des images qui lui apparaissaient spontanément. Les familles de soldats mobilisés venaient le consulter pour avoir des nouvelles de leurs proches au front. Ces descriptions précises des lieux où se trouvaient les soldats, de leur état de santé ou de leur sort, se révélèrent presque toujours exactes. Après 1945, Irlmayer se vit prophétiser sur l'avenir de l'Europe et du monde. Ces visions qu'il décrivit comme involontaires et parfois pénibles portaient sur les événements futurs, lointains, qu'il situait à la fois proches et lointains. Et je vais vous donner, parce que c'est là qu'on entre dans ce qui peut être intéressant, eh bien, lecture de certaines de ces prophéties. Voilà ce qu'il a annoncé. Une nouvelle guerre au Proche-Orient. Et ça, c'est à notre époque. Tous ne parleront que de paix. Shalom. C'est alors que ça arrivera. Une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflammera subitement. De grandes flottes de guerre hostiles se feront face en Méditerranée et la situation sera très tendue. Mais l'étincelle détonnante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. Je vois un grand tomber. Un poignard sanglant est trouvé près de lui, puis tout se passe coup sur coup. De puissants corps d'armée marchent sur Belgrade, venant de l'Est, et avancent vers l'Italie. Immédiatement après, 3 armées blindées s'enfoncent de manière foudroyante au nord du Danube et traversent l'Allemagne en direction du Rhin, sans avertissement. Tout se passe de manière si inattendue que la population fuit, affolée, vers l'ouest. Beaucoup d'autos engorgent les routes. Si seulement elles étaient restées à la maison ou avaient pris de petites routes. Sur les autoroutes, les bouchons freinent la poussée des tanks, mais sont balayés brusquement. Au-dessus de Ratisbonne, je vois plus de ponts sur le Danube. Il ne reste plus rien du Grand Francfort. La vallée du Rhin est totalement dévastée, surtout par les airs. En un instant, la vengeance vient au-delà de la Grande Eau. Simultanément, le dragon jaune s'abat sur l'Alaska et le Canada. Mais ils ne vont pas loin. 2 hommes assassinent un 3e homme haut placé. Ils ont été payés pour ça. Le premier meurtrier est un petit homme noir.
L'autre est un peu plus grand et les cheveux clairs. Je pense que ça se passe toujours dans les Balkans, mais je ne peux pas dire quand exactement. Ce meurtre a lieu, puis c'est la guerre. La guerre commence au lever du soleil, puis tout se passe très vite. Je vois venir sur nous 3 armées. La colonne d'en bas vient de Bohême par la forêt. Le père Norbert Backmund, un prêtre ami du voyant, complète cette prophétie, selon ce qu'Irlmayer lui a rapporté personnellement, oralement. L'ennemi ne passe pas le Danube, mais il bifurque vers le nord-ouest. La ville de Landau, sur l'Ichar, souffre durement à cause d'une bombe qu'il a atteinte par erreur. La 2e colonne pousse directement vers l'ouest à travers la Saxe, la 3e vers le nord-ouest et vers le sud-ouest. Les Russes avancent jour et nuit. Leur objectif est la Ruhr, où se trouvent les hauts fourneaux. Alors, ça continue, si vous voulez, hein, ce sont les Russes, hein, pour faire simple, hein, qui, semble-t-il, envahissent toute l'Europe. Alors, je ne vais pas tout vous détailler parce qu'après, ça devient très stratégique avec le nombre de blindés, avec tout ça. Vous pourrez vous documenter. Alors, même si c'est difficile de trouver les événements, enfin les éléments, je dirais, sur Wikipédia, ça vous le trouverez pas. Il faut faire des recherches en allemand et directement sur des sites. Mais ceux qui parlent, qui sont un peu germanophones, peuvent retrouver ça. Là, je suis allé les piocher, bien sûr, pour vous en donner la traduction la plus simple possible. Mais j'aimerais parler d'autre chose concernant la ville de Paris. Voilà ce qu'il dit. Paris détruit et incendié par ses propres habitants. La ville avec la tour de fer, bon, on ne peut pas faire mieux, c'est Paris, est détruite, incendiée par ses propres habitants, et non par les étrangers venus de l'Est. Indication intéressante. Il voit aussi la fuite du pape. Dans le pays de la botte, donc l'Italie, une révolution éclate. Je crois que c'est une guerre de religion parce qu'il tue beaucoup de religieux. Derrière le pape, je vois un couteau sanglant. Parmi ceux qui ne peuvent fuir, il en restera très peu. Le pape se passera d'eux et s'enfuira par la mer déguisé. C'est là qu'aura lieu ce que Irlmayer appelle le grand avertissement. Il reviendra peu après, le pape, une fois que l'ordre sera rétabli. Le pays alpin, la Suisse, sera un peu impliqué par le nord et le sud, mais à l'est du pays, tout sera calme. Les pays allant de la mer du Nord jusqu'en Belgique seront gravement mis en danger par l'eau. La mer est démontée, les vagues sont hautes comme des maisons, écumantes, comme si elles cuisaient. Les îles près de la côte disparaissent et le climat se modifie. Une partie de l'Angleterre disparaît engloutie quand une chose tombe dans la mer, lâchée par le pilote. Bon, une chose qui tombe dans la mer, on sait ce que c'est. Alors la mer se dresse comme un mur d'eau avant de retomber, et je ne sais pas ce que c'est. Pendant la guerre ou à la fin, je vois un signe dans le ciel, le crucifié avec ses plaies, et tous le verront. Je l'ai vu 3 fois. Brusquement, les Russes doivent se retirer vers le nord à cause d'une catastrophe naturelle ou de quelque chose de ce genre. La dernière bataille aura lieu près de Cologne. Alors il parle aussi, et ça je pense que ça va vous intéresser, des 3 jours de ténèbres. Voilà ce qu'il dit. Un jour pendant cette guerre, tout deviendra sombre. Éclatera une grêle avec des éclairs, le tonnerre et un tremblement de terre ébranlera la terre. Alors vous ne devez pas sortir de vos maisons. Les lumières s'éteindront, sauf celles des chandelles, cierges consacrées. Le courant électrique sera coupé. Qui respirera l'atmosphère extérieure attrapera une crampe et mourra. Gardez les fenêtres fermées et colmatez-les. Toute l'eau courante sera empoisonnée, ainsi que les aliments, qui ne seront pas dans des boîtes hermétiquement fermées. Même les aliments en bocaux ne pourront pas être consommés. Ces conditionnements ne seront plus fiables. Ne buvez plus de lait. Achetez quelques boîtes de conserve, de riz, des légumineux. Le pain et la farine se conservent. L'humide moisit, comme la viande, sauf si elle est dans une boîte en métal. Dehors sera la poussière mortelle. Beaucoup de gens disparaîtront. Les fleuves seront tellement à sec qu'on pourra facilement les franchir. Le bétail périra, l'herbe sera jaunie et sèche. Les corps des humains seront partout. Après les 3 jours, le vent chassera les nuages vers l'est. Mais je le répète, ne sortez pas. Ne regardez pas par la fenêtre. Laissez brûler les cierges consacrés et priez pendant ces 3 jours. Ces jours, il disparaîtra plus de gens que pendant les 2 guerres mondiales. En Russie éclate une révolution et une sorte de guerre civile.
Il y aura tant de cadavres qu'on ne pourra plus les évacuer des rues. La croix sera à nouveau honorée, le peuple russe croira définitivement en Dieu. Les 3 jours de ténèbres se rapprochent, et je vois 3 chiffres, 9. Je ne peux pas dire ce que ça signifie. Le 3e 9 apportera la paix. Alors, je vous dis ce qu'il dit après, parce que là, ça peut sembler effectivement très très funeste. Écoutez, le règne de Dieu sur terre. Ensuite, la croix sera à nouveau honorée. Quand tout sera passé, plus de gens auront disparu que dans les 2 guerres mondiales réunies. Alors ce sera la paix et le bon temps. Les hommes craindront Dieu à nouveau. Les lois qui mettent à mort les enfants seront invalidées après cette grande purification. Je vois un vieillard maigre qui devint notre roi. Les prairies refleuriront quand le pape reviendra d'exil. Quand viendra l'automne, les gens se rassembleront en paix. Tout d'abord, il y aura encore un peu de famine, puis les vivres reviendront progressivement. Les gens sans terre pourront aller où il y avait le désert et chacun pourra s'établir où il veut et revendiquer la terre qu'il veut, qu'il pourra alors labourer. On plantera de la vigne chez nous, donc en Allemagne, tellement le climat aura changé, et des fruits méridionaux pousseront également sous nos latitudes. Il fera beaucoup plus chaud que maintenant. Après la grande catastrophe viendra un long et heureux temps. Celui qui vivra alors vivra bien et ne pourra que se trouver heureux. Combien de temps ces catastrophes vont durer? Je vois 3 lignes qui m'apparaissent. Je ne sais pas si ce sont 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Normalement 3 ans et demi, dit l'Apocalypse de Saint Jean, si on comprend bien le texte. En tout cas, vous voyez, il avait eu ce 9 là qui était venu, voilà. Quand tout sera passé, une grande partie de la population ne sera plus là. Les disparus seront plus nombreux que ceux de la première et de la seconde, hein, comme on l'a dit. Donc après ces événements viendra une longue et heureuse période où un nouveau cycle commencera. Voilà, alors j'espère ne pas vous avoir effrayé, ce ne sont effectivement que des prophéties, mais compte tenu, je dirais, de la cohérence, de la pertinence de ce monsieur Erlmeyer, Alois Erlmeyer, renseignez-vous sur lui, vous voyez du reste sa petite photo dans la petite cartouche là, que j'ai préparée. C'est quand même, alors là je vous ai pas tout dit, il y a aussi d'autres choses dont il parle, je vais essayer de vous retrouver ça, si ça je l'ai déjà dit. Voilà, il parle également, par exemple, de bouleversements naturels. La nature sera bouleversée, les saisons ne seront plus les mêmes, l'hiver sera court, l'été sera chaud, et des choses blanches du ciel tomberont. Je dis ça, je dis rien, nous sommes bien d'accord. C'est pour ça que je vous dis, c'est un monsieur qui mérite quand même d'être suivi. Et puis, bon, il parle de l'obscurité qui durera 72 heures. Et l'importance des cierges bénis, alors c'est pas le seul à avoir dit ça. Hein. Alors, sur l'évolution de la société, si on veut, voilà ce qu'il dit. Les gens deviendront méchants et sans cœur, les enfants n'obéiront plus à leurs parents, les épouses abandonneront leurs maris, la foi disparaîtra, les prêtres seront persécutés et les églises incendiées. Bon, c'est assez parlant, je trouve. Hein, non, vous ne trouvez pas? L'évolution des mœurs aussi. Les femmes porteront des pantalons comme les hommes et se couperont les cheveux très courts. Bon, ça. Les hommes porteront des bijoux, se parfumeront, danseront et se féminiseront. Sans doute est-ce un hasard. Voilà les amis, donc je voulais, sans autre commentaire de ma part, vous livrer les prophéties. Alors là, je ne vous ai donné qu'une partie vraiment minime, il y en a beaucoup plus. Alors le but n'est pas effectivement de boire ces paroles et de considérer que tout ça va arriver. Ce qui est intéressant dans je dirais les prophéties, quelles qu'elles soient, quelle que soit la source d'où elles proviennent, c'est toujours de mettre un petit peu, de comparer. Là, vous voyez, c'est des prophéties contemporaines, et bien de les comparer, par exemple, avec Baba Kalinka, avec aussi Marie Geneuille, vous voyez, qui a parlé de ça. Alors, il y en a beaucoup, et puis d'autres aussi, hein, qui ont parlé, effectivement, d'une arrivée sur notre terre de pays de l'ours, on va dire.
Mais c'est pas toujours, je dirais, aussi funeste que celle-ci. Donc je pense que le fil conducteur, il faut peut-être effectivement retenir qu'il pourrait, je le mets au conditionnel bien sûr, se passer quelque chose avec des gens qui viennent de l'Est, mais n'est-ce pas finalement pour balayer, nettoyer? Parce que si on regarde bien, il y a une complète inversion des valeurs. Les valeurs sont peut-être plus de ce côté-là qu'ici, voyez. Donc, est-ce que c'est pas une grande opération de nettoyage? Alors, qui prendrait effectivement la forme d'une intervention peut-être un petit peu plus kaki, on va dire, c'est possible. Mais dans quel but? Dans le but de restaurer tout un tas de choses. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas affecté, ne vous aura pas plongé dans l'inquiétude, faut surtout le prendre comme ça. Vous savez, les personnes qui sont inspirées pour ce genre de prophétie, ça dépend aussi de leur structure mentale, de leur propre capacité et surtout du vouloir, du bon vouloir des entités qui les inspirent. Donc je ne dis pas qu'il faut croire béatement ce qu'a dit Aloïs Hirnmayer, mais simplement avoir ça dans un coin de la tête parce que je trouve que il y a certaines choses qui sont quand même assez parlantes, qui sont là. Donc il est fort possible que des choses se passent. Et puis vous savez, les choses qui tombent du ciel, enfin tout ça, la nourriture un peu frelatée, bon, on sent bien, si vous voulez, où nous en sommes. Voilà, donc je voulais vous donner ça parce que les temps sont là et puis vous devez savoir un maximum de choses, donc je ne dois pas de mon côté retenir de l'information, donc je joue modestement mon rôle de transmetteur, c'est un petit peu la signification de mon prénom en hébreu, celui qui passe, donc je ne fais que passer, vous transmettre, vous en ferez ce que vous voulez. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas si c'est le cas à la booster, à la liker, à la partager un maximum, et puis, eh bien écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine avec quelque chose qui sera plus gai, il faut bien le dire, mais là c'était vraiment un caractère d'information, ne voyez aucune offense ou aucune chose pour vous déstabiliser, pas du tout. Il faut vraiment que vous preniez ça comme étant de l'informationnel, comme étant voilà, quelque chose qui vient à vous. Vous y adhérez, vous n'y adhérez pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais je ne suis que le modeste messager, on m'a demandé de le transmettre. Bon, vous savez, moi je suis quelqu'un qui obéit généralement quand ça vient d'en haut, donc je vous le transmets. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine avec quelque chose d'un peu plus gai cette fois-ci.